Merci en tout cas, Patrice Duchemin, de vous être libéré aujourd'hui. On a eu l'occasion d'échanger ce midi. Consommation, plus rien ne sera plus comme avant. Le slogan est lancé. Je vous laisse la parole. Faites comme chez vous, hein, ça va? Vous voulez une bière tout de suite ou on attend Non, un je veux peu? bien. Voilà. Bonsoir à tous. Il y a un peu d'eau, il y a tout ce qu'il faut. Ça va, Patrice? Je crée mon petit territoire pour me sentir chez moi, Ah, pour vous parler comme si vous étiez chez moi. Il faut poser ses valises, hein, on est en Savoie. Alors, autant de vous dire tout de suite, les masques, je viens de l'étranger. Autant vous le dire tout de suite, j'habite à Paris, donc autant dire que le degré d'exotisme est au comble ce soir. C'est que je découvre Chambéry, c'est la première fois que je viens à Chambéry et j'ai trouvé ça formidable. Un peu humide pour tout vous dire, mais tout allait bien. Et je palpe tout de suite, bien sûr émotionnellement, je palpe la vitalité. Je palpe la vitalité dans la voix des intervenants et en particulier du président. Mais c'est pas pour être flatteur, mais je pense que la vitalité, c'est-à-dire l'envie de faire des choses, c'est à mon avis fondamental dans le commerce, mais également dans la vie. Alors, moi, je vais vous dresser un portrait, non pas de la France, ce serait très prétentieux, mais je vais vous dresser un portrait du Français d'aujourd'hui qui ensuite va évoluer en consommateur et ensuite peut-être aussi en acheteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, on peut être consommateur sans être acheteur, mais ça, c'est déjà un autre sujet. Je voulais vous annoncer, si j'étais prophète, je voudrais vous annoncer que le monde d'après est là. Voilà la parole que je viens vous porter ici à Chambéry. Le monde d'après est là. Le monde d'après, souvenez-vous, hein, le président de la République nous a annoncé que la guerre était déclarée, c'était je crois le 15 mars ou le 17 mars 2020, et donc la guerre était là, et 15 jours plus tard, tout le monde y allait de sa vision, car il y a beaucoup de visionnaires pendant les crises, et donc tout le monde annonçait le monde d'après. Alors les plus pessimistes l'imaginaient comme le monde d'avant, mais en pire, et puis les plus optimistes l'imaginaient comme vraiment après. Et moi, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que le monde d'après est là, il est bien là, il est devant vous, et en fait, il n'y a rien d'étonnant à ça. Voilà, donc première idée, on va en voir un certain nombre. Alors, Mélanie a une grosse responsabilité ce soir parce que c'est elle qui doit envoyer quelques messages, parce que j'ai pensé que c'était bien d'accompagner ma parole par quelques mots pour pas que vous soyez trop perdus. Mais en fait, je pense que ça ne va pas fonctionner, mais ça n'a pas d'importance. Parce que je préfère la parole libre comme ça, et puis je ne pense pas non plus être capable de respecter le temps qui m'est imparti, comme ça c'est dit. Donc, alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, quand je dis le monde d'après est là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde d'avant ne reviendra pas. C'est ça, en fait, la bonne nouvelle. Parce que savoir si le monde d'après est une bonne nouvelle, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que le monde d'avant ne reviendra plus. Donc, ceux qui espèrent que nous passons une période difficile, marquée par différentes crises, par ordre d'apparition, la crise sanitaire, puis la crise en Ukraine, puis les crises énergétiques, etc., et puis la crise, bien sûr, planétaire, et puis toutes celles dont nous ignorons encore l'existence, tous ceux qui pensent qu'une fois que nous aurons courbé les chines, le monde reviendra comme avant et que nous pourrons retrouver nos petites habitudes, se trompent. Voilà, c'est dit, c'est clair. Alors évidemment, moi je suis pétri de conviction, pas forcément de certitude, mais en tout cas de conviction. Donc c'est-à-dire que ce que j'avance, je le prouve et je peux le prouver. Après, on peut en discuter. Quand je dis que le monde d'avant ne reviendra pas, tout d'abord, parce que personne n'a forcément envie que le monde d'avant revienne. Et puis ensuite, parce que cette crise sanitaire, et c'est le propre de toutes les crises, chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, eh bien, nous devons nous demander qu'avons-nous fait pour arriver là ? C'est-à-dire que ce qui nous arrive n'est pas le fruit du hasard. Ce qui nous arrive est le fruit de nos comportements, le fruit de nos mauvaises habitudes. Et la crise sanitaire, eh bien, moi, je la définis, tout ça est extrêmement personnel et discutable, moi, je la définis comme la crise du trop. Voilà, alors c'est la crise du trop. Trop de circulation, trop d'échanges, trop de voyages, trop d'avions, trop d'essence, trop de voitures. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ? Il est arrivé une épidémie qui est arrivée d'Asie, arrivée de l'autre bout du monde, etc., mais qui est arrivée de très loin, qui est arrivée parce que circulation, parce que échange, etc. En tout cas, elle nous a permis de faire une pause.
Ceux qui ont plus de 70 ans, donc voilà, je pense qu'il y en a très peu ici, eh bien, si on considère que la société de consommation a démarré en 1950, disons, parce que bon, il y a eu, disons que jusqu'en 48-50, il y a eu encore des restrictions. Si on considère que la crise de la société de consommation a commencé en 1950, eh bien, 1950-2020, 70 ans, nous n'avons jamais fait de pause. Donc la pause, certes forcée, mais la pause était là. Donc pendant plusieurs mois, les Français, qu'on peut aussi appeler des consommateurs, qu'on peut appeler aussi des individus, eh bien les Français ont fait une pause. Une pause malgré eux, mais une pause quand même c'est un peu comme quand vous éteignez une machine, vous n'êtes jamais sûr quand vous allez la rallumer qu'elle va vous produire les mêmes sensations ou avoir les mêmes fonctions. Et en fait, cette pause, ça a généré énormément de changements dans la vie des Français. Donc, et ces changements, alors on peut bien sûr, parce que c'est le grand mot, aller à la mode, c'est la fameuse quête de sens. Les gens se sont dit, mais pourquoi faisait-on comme si? Le travail, pour parler du travail, mais je vais revenir sur la consommation tout de suite. Le travail, que n'avait-on pas entendu? Qui nous avait jamais affirmé que travailler à distance, ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas faire entreprise à distance, qu'on ne pouvait pas souder des équipes à distance, qu'il n'y avait plus de valeur et de valeur d'entreprise ou de valeur de DRH. Et du jour au lendemain, instantanément, souvenez-vous, la guerre a été déclarée le 15 ou le 17 mars. Le 25 mars, on commençait à faire des apéros Teams. C'était très français, mais ça voulait dire quand même qu'on pouvait prendre des apéros, l'essentiel était sauvé à distance. Et puis après, on a commencé à travailler à distance. Et puis après, on a pris goût à travailler à distance. Alors moi, je ne viens pas vous parler du travail à distance et vous dire si c'est formidable ou pas formidable. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, quand on demande à des salariés s'ils veulent revenir à la maison, si je puis dire, eh bien, ils ne sont pas tous très enthousiastes à cette idée. Et puis, il y a aussi d'autres qui ne sont pas forcément très enthousiastes à l'idée de rester à distance. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous travaillez à distance, vous ne consommez plus de la même manière. Qu'est-ce que l'on observe? On observe que pendant que les gens sont à distance, ils en profitent pour faire des trucs, des petits rendez-vous, des petites choses de la vie quotidienne qu'ils n'avaient pas le temps de faire avant. Aller chez le médecin, accompagner leurs enfants. Donc de faire pendant leur temps de travail, mais parce qu'ils sont libres d'organiser leur temps de travail. Et donc le commerce est impacté par ça. C'est-à-dire que brusquement, le commerce de proximité dont on nous a toujours dit oui, le commerce de proximité, la crise, etc., les centres-villes. Mais les centres-villes sont pleins d'avenir. Ils sont pleins d'avenir si le travail à domicile perdure. Et donc, vous voyez bien que quelque chose de malheur est bon, ou en fait, quelque chose de bon, tout le monde est bon. C'est-à-dire qu'en fait, la consommation est altérée par le monde du travail. Mais ça, ce n'est pas forcément encore le plus essentiel. C'est qu'est-ce qu'on a observé? On a observé le retour du fait maison. Par exemple, les gens se sont dit, eh bien, on va cuisiner à la maison, donc parce qu'il n'y avait plus les cantines d'entreprise, puisqu'on ne pouvait pas manger à l'extérieur. Donc, on a commencé à cuisiner un peu différemment. On a découvert aussi la livraison à domicile. Donc, il y a eu une explosion des livraisons à domicile. La livraison à domicile, ça a un impact incroyable sur les commerces de proximité, sur les marchés, etc. Donc, le commerce de proximité était impacté également de ce point de vue-là. Donc, on voit de nouvelles habitudes de consommateurs. On voit aussi, moi, ça qui me paraît intéressant, c'est que les Français ont commencé à prioriser tout ce qui était collectif, c'est-à-dire du micro-collectif, à commencer par la famille. Donc, tout à l'heure, quand Marc parlait de la saucisse merguez, il était parfaitement pertinent avec l'époque, parce que depuis la crise sanitaire, qu'est-ce que l'on observe? On observe qu'on n'a jamais vendu autant de barbecue, qu'on n'a jamais vendu autant de piscines, que les piscines ne sont pas réservées aux riches, que le marché des trampolines augmente, que le marché des trampolines explose, qu'il y a même maintenant désormais un marché du plaid, donc, qui est en pleine explosion. Je vous le dis, si vous cherchez des nouvelles idées de business, le marché du plaid, et qu'en fait, derrière tout ça, eh bien, on commence à voir le contour d'une société qu'on va appeler une société plus repliée sur elle-même, plus, je ne vais pas utiliser le mot confiné, mais en tout cas, la maison devient une base de repli amical, une base de repli de micro-social. Donc, on a une autre manière de vivre. Et aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie la semaine dernière où on commence à voir des mots qui sont terribles pour une CCI, par exemple, puisqu'on parle d'économie de la flemme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, vous pouvez googler, vous trouverez l'information, elle a été conduite par la Fondation Jean Jaurès. L'économie de la flemme, ça veut dire que les Français n'ont plus envie de sortir de chez eux. Ils n'ont plus envie d'aller travailler. Ils n'ont plus envie de faire des efforts. C'est-à-dire qu'il y a une perte de l'envie. Donc, vous voyez, une perte de l'envie, quand vous allez voir un médecin, vous êtes un peu en forme de dépression. Donc,
Le monde d'après, ce n'est pas forcément le monde des bisounours, hein, ce que je vous décris. Par contre, ce qu'il faut intégrer, ce n'est pas de se dire oui, on va réveiller les gens, on va sortir les fouets, et puis ils vont y aller, parce que même s'ils n'ont pas envie, ils vont finir par retrouver l'envie. Non, il faut se dire, mais pourquoi n'ont-ils plus envie d'aller, ou moins envie? Regardez les difficultés que vous pouvez avoir pour recruter, regardez les difficultés dans la restauration. Tous les gens qui travaillent dans la restauration, une fois qu'ils ont fait une pause pendant la crise sanitaire, n'avaient plus forcément envie de revenir dans la restauration. Donc, la crise sanitaire, elle nous a appris à travailler différemment, elle nous a permis d'expérimenter de nouvelles manières de consommer, et puis elle nous a fait prendre aussi conscience des nouveaux enjeux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la planète, s'il y a autant d'esprits focalisés sur l'état de la planète, évidemment, il y a eu cet été une grosse chaleur, etc., donc il y a des signaux tangibles, mais il y a également pris conscience des nouveaux enjeux, c'est qu'en fait, les gens ont dit, oui, on va peut-être arrêter de prendre l'avion, peut-être rouler plus électrique, rouler plus à l'hybride, etc. En tout cas, il y a eu une prise de conscience. Donc, ce que je retiens dans le premier élément du monde d'après, avant de rentrer dans la consommation, c'est ce que vous pouvez voir derrière moi, la consommation est devenue moins centrale. Alors, c'est ça qui me paraît, moi, très, très important. C'est-à-dire que là, nous avons un phénomène qui est complètement nouveau, parce que nous vivons dans la société de consommation, dite de consommation, depuis les années... Moi, je disais 50, mais si je voulais être extrêmement précis, je dirais 1963. 1963, premier hypermarché Carrefour dans la région parisienne, une ville qui possède une prison, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'était sa réputation. Ce n'est pas innocent d'ailleurs, et c'est intéressant. Et donc, les hypermarchés sont arrivés en 1963. Nous sommes, est-ce un hasard, en 2023, c'est-à-dire 60 ans plus tard. Et 60 ans plus tard, c'est-à-dire 3 générations, ce n'est pas non plus le fruit du hasard, 3 générations, et on se dit, mais pourquoi continuer à vivre dans cette société dite de consommation? Et en fait, voyez-vous, c'est ça, moi, qui me paraît fondamental, c'est ça le message que je viens de vous livrer, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui, dans mon intimité, qu'est-ce qui peut me convaincre que je suis bien dans le monde d'après? Eh bien, je vais vous dire, c'est très simple, nous sommes dans le monde d'après parce que les mots que nous utilisons ne suffisent plus à décrire la réalité que nous voyons. Aujourd'hui, nous sommes à un moment de réinvention économique, mais nous sommes aussi dans un moment de réinvention sémantique. C'est un point très important et ce n'est pas du tout perché ce que je vous raconte. Exemple, qu'est-ce que signifie encore le mot « travail » fort de ce que je viens de dire, fort de la perte d'envie, fort des difficultés qu'on a à employer, fort de ce que, pour certains hommes politiques, c'est une valeur. Pour d'autres, ce n'est plus une valeur. Est-ce que le mot « travail » correspond encore à une réalité? Qu'est-ce que le travail? Nous n'avons pas de définition du travail. Qu'est-ce que consommer aujourd'hui? Qu'est-ce que consommer? Consommer, pendant très longtemps, c'est je rentre dans un magasin, j'achète un produit, je sors de l'argent, je pars avec. Mais aujourd'hui, consommer, c'est aussi consommer des produits qui ont déjà une vie. C'est le vintage, c'est la belle armoire qu'on vient de voir. Et puis, il y a des produits anciens, usés, qui sont plus chers que des produits neufs. Ce n'est pas du tout évident à comprendre. Et puis, il y a également le low cost, Aldi, Lidl, Action, encore une enseigne espagnole qui s'appelle Primaprix, un truc comme ça, j'ai oublié le nom, qui est arrivé la semaine dernière, 4 ouvertures en France la semaine dernière. Donc le low cost, avant, c'était, je mets des guillemets, pour les pauvres, mais aujourd'hui, ça devient normal. Et si vous allez en Allemagne, tous les Allemands vont chez Aldi, chez Lidl, et ça n'a jamais été un magasin pour les pauvres. Et les gens vont chez Aldi, chez Lidl, et se disent, mais finalement, c'est un magasin qui n'est pas si mal que ça, les produits sont aussi bien. Et donc, toute la tension qu'il y a sur les prix, on peut aussi la résoudre. Comment peut-on encore parler de société de consommation aujourd'hui quand le low cost devient aussi désirable que Monoprix, quand l'ancien peut valoir plus cher que le neuf, quand le neuf se démode en 3 mois, quand une voiture... Est-ce qu'une voiture à essence a encore du sens? Est-ce que parfois on n'a pas l'impression de voir passer des boîtes en métal? Pour nous, non, parce que moi j'ai plus de 50 ans et certainement beaucoup d'entre vous ici. Mais pour les jeunes générations, c'est bien là la question. Et c'est aussi la deuxième raison pour laquelle je peux affirmer ici que nous sommes dans un monde d'après, c'est que non seulement les mots ne suffisent plus à décrire la réalité que nous observons, mais en plus, si on observe bien, il y a là une nouvelle génération qu'on appelle les Gen Z, qu'on appelle les millennials, qui ont grosso modo 20 ans, 30 ans, et qui ne veulent plus consommer comme leurs parents. Alors, vous allez me dire, oui, mais les jeunes ont toujours contesté contre la société de consommation. D'ailleurs, moi, en 68, j'ai lancé des pavés. OK, sauf qu'en mai 68, vous n'aviez que vos pavés et vos affiches, et un peu de poésie.
Aujourd'hui, les jeunes, le jeune, pour faire comme dans le film de Clapiche, le jeune, il a les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est un instrument de pouvoir. Et donc, c'est par les réseaux sociaux qu'ils se mettent à exister. C'est par les réseaux sociaux que les messages se diffusent. Et c'est pas les réseaux sociaux que la révolution entre guillemets, révolution de consommation, on n'est pas dans une révolution politique, mais on voit bien que les réseaux sociaux, c'est l'outil du changement. Donc, quand vous avez une génération qui est un peu éco-anxieuse, qui ne veut plus faire comme ses parents, qui ne veut plus travailler, quand vous discutez avec des DRH, vous avez des jeunes qui veulent travailler 4 jours, mais pas 5, parce que le 5e, ils préfèrent faire de la musique. Mais comme par hasard, vous voyez depuis un mois ou deux dans la presse des entreprises qui proposent la semaine de 4 jours. Donc, on voit bien que c'est possible. Et pourtant, on nous avait dit que ce n'était pas possible. Et donc, c'est quand même possible. Vous voyez bien. Donc, cette histoire de possible et d'impossible, qu'est-ce que ça peut vouloir dire encore? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est impossible? Comment peut-on prévoir? Alors qu'aujourd'hui, tout ce qui nous arrive est du domaine de l'imprévu. La guerre en Ukraine, les matières premières, l'inflation, tout ça, c'est de l'imprévu. Donc nous devons vivre avec l'imprévu. Donc comment voulez-vous qu'avec de l'imprévu, avec des mots qui n'écrivent plus la réalité, avec des jeunes qui veulent marquer leur génération, et je ne pense pas seulement à Greta Thunberg, comment peut-on encore penser un seul instant que le monde d'avant pourrait hypothétiquement revenir? Ce n'est pas possible. Donc, dans cet univers, mais je ne vous annonce pas l'apocalypse, dans cet univers, eh bien, comment est le consommateur? Donc, je vais tenter d'esquisser un portrait du consommateur du monde d'après. Et évidemment, parce que je ne vis pas dans une bulle, je vois la première caractéristique du consommateur du monde d'après, eh bien, c'est qu'il est très préoccupé par les prix. Très préoccupé par les prix, ce que moi j'appelle la prise de contrôle. C'est-à-dire qu'il veut contrôler ce qu'il consomme. Et d'ailleurs, si vous allez dans les... Bon, vous y allez forcément. Quand vous allez dans les hyper, les super, ceux qui ne veulent pas passer à la caisse, on leur propose des scanettes. Donc, vous scannez au fur et à mesure vos achats. La scanette, au début, c'était oui, c'est un truc, c'est nous qui faisons le travail de la caissière ou du caissier. OK. Mais maintenant, comme par hasard, depuis quelques mois, je lisais un papier la semaine dernière là-dessus, eh bien, la scanette, ça permet, au fur et à mesure de vos achats, de mesurer votre budget. C'est-à-dire, vous savez au fur et à mesure comment votre budget avance. Donc, c'est ça que j'appelle la prise de contrôle. Donc, on a des consommateurs très soucieux du prix. Mais, très soucieux du prix, on pourrait se dire, bon, ça y est, c'est la fin du monde, ils n'achètent plus. Non, ils continuent à acheter. Et c'est ça qui me paraît intéressant. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de vitalité, parce que c'est la vitalité la chose la plus importante en France. Ce n'est pas le PIB, ce n'est pas la croissance. La vitalité, c'est quoi? C'est l'envie. Or, c'est le désir et c'est l'envie. Or, le moteur de l'économie, c'est le désir. Ce n'est pas les besoins, c'est pas les besoins et ce n'est pas non plus la répétition, c'est l'envie. Et l'envie, ce n'est pas la répétition. C'est parce qu'en fait, si l'envie vers la répétition, c'est de la lassitude. C'est une autre histoire. Donc, nous avons un consommateur, et c'est ça la grande surprise, qui est devenu très agile. Et là, on en parlera tout à l'heure au moment de la table ronde, je l'espère, avec des vrais commerçants du vrai monde, de la vraie réalité, qui pourront faire le pendant de ce que je raconte, qui pourrait sembler perché à certains, mais je ne le souhaite pas. C'est que le consommateur, il joue avec le système promotionnel. Il va jouer, il va s'inscrire à un programme de fidélité. Et puis après, parce qu'il a moins 10%, et puis il va le quitter. Il va regarder les bons d'achat, il va regarder sur Internet les bons plans, la quête du bon plan. C'est devenu une manière de consommer. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure qu'il faut réinventer le mot consommer, qui pensait un jour que consommer, ça voudrait dire repérer les bons plans? Or, aujourd'hui, si vous avez des enfants, eh bien, vous verrez, pour un voyage, pour une paire de baskets, etc., la quête du bon plan. La quête du bon plan, c'est une nouvelle manière de consommer. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai décrit tout à l'heure, qui consiste à rentrer dans un magasin, qui consiste à sortir de l'argent en échange d'un produit. Donc, nous avons un consommateur extrêmement vital qui va jouer avec tous les systèmes de promotion, tous les systèmes existants. Et c'est un consommateur qui, à travers ça, va inventer la nouvelle société de consommation. Parce qu'en fait, la consommation, c'est là qui c'est une bonne nouvelle. Je viens vous annoncer des bonnes nouvelles. C'est que la consommation est vivante. La consommation n'est pas morte. La consommation n'a pas été écrasée. Oui, nous avons des gens qui sont anxieux. Oui, nous avons des Français qui sont pessimistes. Oui, nous avons une grande attention portée au prix. Mais malgré tout, en France, nous avons une immense capacité, alors j'ose pas dire de résilience, une immense capacité à rebondir, une immense capacité au jeu avec les systèmes. Et donc le consommateur aujourd'hui, il devient
j'ose pas dire un chien savant, mais il devient un animal savant qui va trouver dans toute l'offre et dans toute l'offre nouvelle des enseignes, il va trouver de quoi trouver une réponse à la fois faire attention à son argent et en même temps maximiser son plaisir. Et pour les commerçants qui sont ici, avec qui je serai prêt à parler, eh bien aujourd'hui faire du commerce, c'est aussi non pas proposer des soldes, des remises, etc. C'est donner à chacun le sentiment de faire une bonne affaire. Ce n'est pas les bonnes affaires pour tous, c'est les bonnes affaires pour chacun. Ce n'est pas du tout pareil, je vais vous l'expliquer dans un instant. Donc nous avons un consommateur qui joue, un consommateur qui est très habile, qui est très vital, mais nous avons aussi un consommateur qui est en quête de vrai et qui est beaucoup plus conscient. Je vais aller vite. Il est plus conscient et en quête de vrai. Plus conscient, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, c'est un mot qui m'intéresse, la conscience. Parce qu'en fait, lorsque vous faites quelque chose, si vous n'en êtes pas conscient, ce n'est pas vous qui faites les choses, c'est les choses qui vous font. Ce n'est pas du tout pareil. Et donc, toute la consommation mécanique, toute la consommation habitudinale, diraient les intellectuels, tout ce qui est fondé sur la répétition, n'est pas une consommation consciente. Et là, parce que nous avons fait une pause, parce que nous sommes mis à réfléchir, parce que nous avons entendu croiser Greta Thunberg, parce que nous avons vécu, hélas, et nous avons vécu, je plaisante, et nous avons vécu l'été, etc., l'été indien qui n'était pas indien, eh bien, parce que nous avons vécu tout ça, nous devenons conscients. Conscients de quoi ? Conscient des origines des produits. Donc oui, le Made in France, oui, le Made in local, oui, le Made in ici, bien sûr, conscience des origines, mais conscience également des conditions de production. Je ne vais pas vous faire le cours sur les Ouïghours, mais toute cette histoire de qui a fait, qui a produit, dans quelles conditions. Ça devient des éléments importants. Donc c'est un point très important dans la prise de conscience. Et puis, évidemment, c'est là, je l'ai un peu dit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le consommateur, il est en quête également de resocialisation. Alors ça aussi, c'est un mot qui paraît un peu compliqué comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire la resocialisation ? Eh bien, ça veut dire, j'ai été enfermé avec les miens, ou pas avec les miens d'ailleurs, pas toujours, mais j'ai été enfermé pendant quelques mois, la crise sanitaire, la fameuse pause. Moi, j'appelle ça une pause réinitialisante. C'est-à-dire qu'en fait, pendant cette pause, on a remis les compteurs à zéro. Mais écoutez bien nos hommes politiques, combien de fois on entend parler de changer de logiciel ? Eh bien, changer de logiciel, ça veut dire remettre les compteurs à zéro. Ça veut dire réinitialiser la machine. Ça veut dire que la machine, elle tourne, et elle tourne parfois trop vite, et elle a tourné trop vite jusqu'à la catastrophe de 2020. Elle a tourné trop vite, donc il faut la remettre à zéro. Il faut calmer l'affaire. Et donc, resocialiser, ça veut dire la consommation au service de la socialisation. Ça veut dire ça explique beaucoup de choses. Ça explique le succès des terrasses, ça explique le succès des apéros, ça explique le succès de tous ces petits moments de convivialité, d'association, de jardinage, etc., de randonnée. La randonnée, le jardinage, depuis la crise sanitaire, ça cartonne. Mais ça cartonne aussi du côté des chiens et des chats de compagnie. Donc, si vous avez les idées des commerces à développer, le chien et le chat de compagnie, business de futur. Alors, vous voyez, business du futur, chien et chat. Donc, ça paraît pas, vous voyez. Donc, chien et chat en pleine explosion, dans le vêtement, dans l'accessoire, dans la nourriture, dans le dressage. Et même, j'ai rencontré un jeune entrepreneur il y a 15 jours qui a trouvé, je ne sais pas où, au Canada, un système de dog wash. Donc, pour ceux qui connaissent les car wash, c'est-à-dire que vous mettez votre chien dans un truc et hop, le chien en sort. Et c'est, paraît-il, génial parce que, justement, c'est très compliqué de laver son chien. Vous voyez de quel niveau de problème on a. Et donc, c'est très compliqué de laver son chien. Et en fait, avec un dog wash, pour 10, 12 euros, vous pouvez, votre chien est lavé comme une voiture. Vous voyez, chien, voiture. Moi, je ne dis rien, mais quand même, ça dit des choses. Donc, quête de resocialisation. Donc ça, c'est un point important. Aujourd'hui, quand on est restaurateur, il y a peut-être des restaurateurs ici. Il y en a, parce que j'en connais un. Il y a des restaurateurs ici. Le menu classique, entrée, plat, dessert, il est sérieusement menacé. Je lis un presse professionnelle, je vous donne mes sources, ça s'appelle BRA, Boisson, Restauration, Actualité. C'est vous dire combien je suis éclectique. Eh bien, la semaine dernière, il y avait un papier, justement, sur la remise en cause du restaurant. Pas du restaurant étoilé, pas du restaurant occasionnel, c'est-à-dire pour lequel on fête, mais le restaurant dans lequel nous, depuis plus de 50 ans, nous allions autrefois à tout moment, entrée, plat, dessert. Eh bien aujourd'hui, les Français, imaginez un Martien, imaginez quelqu'un qui vient d'une autre planète, non pas d'ailleurs, eh bien il découvrirait qu'à Paris, mais dans toutes les grandes villes, les gens mangent des planches.
Aujourd'hui, nous mangeons des planches. Et quand nous avons donc une planche de saucisses, une planche de charcuterie, une planche de fromage, expliquez à vos arrière-grands-parents ou à vos grands-parents que nous sommes maintenant, nous mangeons des planches et nous buvons des spritz. Je pense que quand vous parlez aux générations au-dessus de vous, les gens disent, on est vraiment dans le monde d'après, alors il n'y a vraiment pas d'erreur, parce que franchement, on n'imaginait pas ça. Et regardez le succès, j'imagine qu'il y en a à Chambéry, de tout l'engouement pour les Pokéballs. Eh bien, le Pokéball, eh bien, vous voyez que progressivement, je ne vais pas faire de digression, parce que j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire, mais je suis dans les temps, j'en suis sûr, c'est condition d'y croire. Et le Pokéball, c'est une cuisine d'assemblage. Ce n'est pas une cuisine de recettes et de savoir-faire. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui ici peut faire du Pokéball, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir une balance, la balance étant bien sûr le cœur de l'affaire, donc une balance, et puis on vous met des ingrédients devant, un peu d'avocat, un peu de ceci, un peu de cela, et vous pesez, vous assemblez. Toute la restauration, de la restauration quotidienne, hein, je pense à Victor, pas la restauration qui coûte cher, la restauration quotidienne, elle est complètement remise en cause. Parce que les gens ne veulent plus, les gens qu'on appelle aussi consommateurs, l'entrée plat dessert, parce qu'ils préfèrent. La soirée type aujourd'hui, c'est quoi? C'est un after hour après le boulot, avec des potes ou avec ses collègues de bureau, puis l'opération planche spritz, et ensuite l'opération cocktail. Au final, votre ticket moyen, il fait toujours peut-être 20-25 €, mais vos parents, pour le même somme, ils s'asseyent dans un restaurant et ils consomment entrée plat dessert. Donc en fait, ce n'est pas de dire que... Quand j'entends dire « oui, les Français ne vont plus au restaurant, c'est la crise », non. C'est les restaurants n'ont pas su entendre les attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Vous voyez, souvent, ce qu'on considère comme quelque chose qui nous tombe dessus et qui engendre du pessimisme, c'est souvent un défaut d'attente, c'est-à-dire qu'un défaut d'écoute d'attente des consommateurs. Alors, je vais revenir sur le mot attente parce que j'ai encore un tout petit peu de temps. Donc, quête de resocialisation, attente d'étonnement. Étonnement, je ne l'ai pas dit, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un commerce, quand vous allez chez un commerçant, s'il n'y a pas une part d'étonnement, vous ne faites plus votre boulot de commerçant. Le commerce, c'est de la relation. Ce n'est plus de la transaction. Le commerce, c'est de la circulation. Ce n'est plus de l'accumulation. Ça fait beaucoup de mots. Je vais le redire. Le commerce, ce n'est plus de l'accumulation, et j'achète ci, et j'achète encore ça, et j'achète encore ça. Non, accumulation, c'est devenu de la circulation. J'achète ça, et demandez à vos enfants qui ont 14-16 ans et qui fréquentent Vinted, comme vous fréquentez Franprix ou Monoprix, eh bien, ils achètent un vêtement, 20 €. Alors après, nous parlerons avec un monsieur qui vend des textiles, même deux messieurs qui vendent des textiles, donc on va discuter. Ils achètent un vêtement, ils l'achètent peut-être 50 €, ils vont le revendre sur Vinted, ils vont se faire de l'argent de poche. C'est ce qu'on appelle de la micro-gratte dans notre jargon. C'est-à-dire qu'en fait, avant, lorsque vous vouliez gagner de l'argent de poche, eh bien, votre père vous disait, va au McDo, va au Monoprix, tu vas travailler un peu. Aujourd'hui, le gamin, il achète des baskets, il les revend, il fait de l'argent, il les revend, il fait de l'argent. C'est-à-dire qu'on fait de l'argent avec du neuf ou on fait de l'argent en revendant. Donc là encore, qu'est-ce que ça signifie consommer encore aujourd'hui? Donc, l'étonnement, je disais que le commerce n'est plus de l'accumulation, mais de la circulation. C'est-à-dire que j'achète, je revends, c'est ça la circulation. Les produits circulent, alors qu'avant, ils s'accumulaient. Quand vous regardiez des annonces publicitaires pour des projets immobiliers, notamment des maisons individuelles il y a encore 20 ans, le fin du fin, je pense à Kaufmann et Broad, c'était la maison avec 3 garages. Après, il y a eu, à l'américaine, après, il y a eu l'époque des programmes pour un peu de prestige, dans lesquels il y avait une cuisine intégrée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une cuisine dans un appartement ? Un bout de mur, voilà ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a la cuisine, après avoir été remise dans la pièce principale, puis après avec un bar dit à l'américaine, donc le bar américain, tout ça a disparu, il y a éventuellement un bloc devant, les cuisines ont disparu. Mais quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, il y a de plus en plus de populations ne cuisinent plus. Donc là encore, ça veut dire qu'il y a des opportunités pour le commerce. On ne cuisine plus. Si vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Australie, ce qui se passe au Canada, etc., ou en Asie, les gens descendent dans la rue pour manger. Et en fait, la maison, c'est juste un point de chauffe, si je puis dire, un peu comme chez Paul, mais on ne cuisine plus. Voilà. Donc, tout ça pour dire que l'étonnement, c'est ça qui est formidable pour le commerce, c'est qu'il faut étonner. Alors, étonner, c'est monter des opérations spéciales. Étonner, c'est travailler sa relation, c'est-à-dire avoir une relation très empathique avec ses clients, une relation one-to-one. Je déteste les anglicismes, mais celui-ci a l'avantage d'être clair. Mais surtout, et voilà les réponses du commerce,
Il faut réinventer, bravo Mélanie, parce que tu arrives à suivre, là, bravo. Et donc voilà, il faut appeler le Guinness Book des records. Donc inventer le commerce de demain, c'est réinventer sa relation avec ses clients. Ça, c'est un point très très important, c'est qu'en fait le commerce, c'est un commerce relationnel. Et je ne veux plus, enfin je n'ai aucun pouvoir, mais le commerce de demain, ce n'est plus un commerce qui va s'adresser à tout le monde. C'est un commerce qui va s'adresser à des gens, un certain nombre de gens, et c'est un certain nombre de gens, on va appeler ça des communautés. Donc tout à l'heure, dans la présentation de la belle armoire, évidemment, on a parlé de communauté, la patronne, enfin la dame qui s'occupait, je pense que la patronne parlait de ça, qu'elle activait sa communauté. Bingo, c'est ça qu'il faut faire, c'est activer les communautés. Mais la communauté, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas vous qui dites, bon, toi tu fais partie de ma communauté, toi aussi, non pas toi, mais toi oui, d'accord. Non. C'est la communauté qui vous fait. Et aujourd'hui, on a énormément de marques qu'on appelle chez nous des DNVB. Bon, c'est un mot terrible. C'est des Digital Native Brand, Vertical Brand, c'est-à-dire des marques qui sont nées sur Internet. Vous avez aujourd'hui des marques qui naissent sans boutique, sans client, sans rien. C'est-à-dire juste vous proposez des produits. C'est un peu comme la pêche à la mouche, quoi. Vous lancez un truc et puis ça mord. Et puis ça mord encore plus, et puis vous faites une communauté. Mais c'est la communauté qui vous fait. Quand vous prenez cette marque de low cost et de fast fashion qui s'appelle Shein, chinois, etc., qui incarne tous les malheurs du monde, eh bien cette marque, elle est faite par ses clients. Ce n'est pas les clients qui ont fait la marque, c'est la marque qui a fait, ce sont les clients qui ont fait la marque et non pas la marque qui ont fait les clients. Donc aujourd'hui, il faut laisser venir sa communauté. Donc il faut créer, il faut donner des petits signes pour que la communauté puisse se reconnaître. La relation, c'est très important. Quand j'étais dans une école de commerce, car j'ai fait une école de commerce, voilà, tout est dit, le coming out est fait, eh bien, j'ai fait la grande école de commerce à Paris. Eh bien, à l'époque, quand on faisait du marketing, on parlait de cible. Mais vous vous rendez compte du vocabulaire? La cible, comme si on partait à la chasse. Or, vous savez que la chasse n'a pas bonne presse actuellement. Comment pourrait-elle l'avoir en plus dans le marketing? Donc, il ne s'agit plus de cibler, mais parler de communauté. Et puis, la ligne d'après, c'est là que... Ah, Mélanie, où es-tu? Il doit y avoir une ligne après. Normalement, il y a une ligne, je ne sais pas. Ah, ma ligne préférée, évidemment, narratif. Un commerce narratif. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? L'identité d'une marque, l'identité d'une enseigne, l'identité d'un commerce est narrative. C'est-à-dire qu'en fait, elle raconte des histoires. Attention, pas les storytelling calibrés par des sociétés spécialisées en storytelling qui vont vous dire il faut utiliser tel mot parce que pour le référencement, patati patata. Pourquoi pas? Et moi, la vraie narration, elle est, comme on s'était écrit tout à l'heure, co-construite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus du storytelling, mais c'est encore un néologisme, du story making. C'est-à-dire qu'on fait ensemble sa story. On fabrique son histoire. Je fabrique mon histoire avec mes consommateurs. Je ne leur impose pas un storytelling. Je fabrique avec eux une belle histoire, mais c'est aussi la leur. Voilà, ce produit porte une histoire, la vôtre. Et donc, c'est ça l'histoire. Et ce n'est pas l'histoire de la marque. Donc, en fait, dans le monde d'après, les projecteurs se sont inversés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est porté par les clients, tout est porté par les consommateurs. On pourrait même parler de socio-marketing, parce que marketing, étymologiquement, vous voyez bien que les mots n'enclenchent plus sur des réalités. C'est-à-dire que le marketing, market, marché, comme si le marché faisait sa loi. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, ce n'est plus le marché qui fait la loi, ce sont les gens qui font la loi. C'est le désir des gens, c'est votre capacité à activer le désir. C'est ça la grande caractéristique du monde d'après, c'est qu'en fait, tout s'est inversé. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une petite phrase, et là c'est la fin, hein, parce que j'ai bien occupé le terrain. Et donc, engager, vous le savez tous, engager, celui qui n'a pas un engagement, alors c'est l'engagement pour la planète, c'est l'engagement pour le travail local, c'est l'engagement pour la défense des emplois, c'est l'engagement pour les jeunes, c'est l'inclusion, c'est tout ce que l'on veut, mais il faut absolument une valeur d'engagement. Si tu n'as pas d'engagement, tu as raté ta vie. Donc il faut un engagement, c'est un point très important. Et puisque c'est la fin, là, je crois, enfin je sens que la fin arrive, mais un peu incarné à ma droite, un peu incarné, mais en même temps, c'est pas complètement la fin parce que je vais encore me réincarner tout à l'heure dans une table ronde. Mais je voulais tout à l'heure, le monsieur dont j'ai oublié le prénom et je m'en excuse, parlait de micro-faits. Je voulais vous expliquer ce que c'est que le micro-fait. Comment je travaille? C'est extrêmement simple. Je ne m'intéresse qu'aux détails, qu'au superficiel, qu'au léger, qu'à l'anecdotique. Basta. Où est-ce que je vais trouver tout ça? Dans la presse légère, anecdotique, superficielle.
Gala, Paris Match, Madame Figaro, Elle, etc. J'en oublie sûrement. Je ne lis jamais les pages saumon. Je ne lis pas les pages économiques. Je ne lis pas les échos. Je regarde tout ce que lisent les Français, les Françaises. Je regarde le journal télévisé à 20h. Je regarde le samedi après-midi les émissions de TF1 avec Nikos Aliagas. Voilà, c'est ça ma vie. Vous voyez, c'est pas forcément très drôle. Donc, et j'observe là, j'écoute Capital le dimanche soir. Les Français, les Parisiens qui ont osé il y a 15 jours. Ils sont quittés Paris. Ils s'installent à Dijon. Alors, les gens, mais Dijon, pas Chambéry, Dijon. Donc là, qu'est-ce qui m'intéresse? Donc on va chercher le prix du panier moyen. Est-ce qu'il vaut mieux vivre à Dijon, vivre à Saint-Nazaire ou vivre à Paris? Tout le vocabulaire, c'est ça qui est intéressant, c'est la voix off. Parce que les Parisiens, ils habitent Courbevoie, et puis ils arrivent dans la capitale de la Bourgogne. Vous voyez, capitale de la Bourgogne, Courbevoie. Donc ils n'ont pas quitté la capitale pour aller à Dijon. Donc tous les mots, donc ils découvrent que les transports sont gratuits, que finalement le tube de dentifrice est moins cher à Maubeuge qu'il ne l'est à Dijon. Quelle surprise! Donc capitale, c'est formidable. Donc, mais pas pour ce qu'on vous montre, juste pour la voix off. Donc vous pouvez enlever les images. Et donc du léger. Et puis également, parce que ce ne serait pas complètement complet, pourquoi je m'intéresse au léger? Vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc de perché parisien qui vient de l'étranger, tout ça? Non. Pourquoi je m'intéresse au léger? Parce que tout le monde connaît le profond, tout le monde connaît l'essentiel. Comment voulez-vous, dans une société où tout le monde a accès à tout, tout le monde sait tout à la seconde près, que par les réseaux sociaux, par BFM Télé, par tout, vous savez tout. Comment voulez-vous vous différencier en charriant le même discours que les autres? La seule manière de vous différencier, or il y a une obligation de différenciation parce qu'il y a une hyper-compétition, je ne l'ai pas dit mais je le dis, eh bien l'obligation de différenciation, elle va se faire par la micro-différence. C'est pour ça que je parle de légèreté, c'est pour ça que je parle de micro-faits. Et qui porte et alors bien sûr la presse féminine, la légèreté, c'est le monde de la presse féminine. Ce n'est pas du tout péjoratif, j'adore la presse féminine. Je trouve qu'elle est très injustement considérée. Il y a plein de choses, mais c'est valable aussi pour le journal télé de France 3. Ce qui m'intéresse, c'est la marge, les marginaux. Mais les marginaux, ce n'est pas les punks à chiens ou les chiens à punk. C'est pas ça, les marginaux. Les marginaux, c'est ceux qui décident de vivre différemment de vous. Souvenons-nous, souvenez-vous, il y a encore quelques années, la fille ou le garçon, beaucoup les filles, la fille ou le garçon qui disait à ses parents « Moi, je ne veux plus manger de viande ». On disait « Mais elle est un peu comme ça, c'est sa crise d'adolescence ». Celle qui disait « Je suis végane ». Mais aujourd'hui, les véganes, toutes les offres sont véganes dans les magasins, dans les restaurants. Les véganes, c'est les marginaux d'hier. Ceux qui ont ouvert des boutiques de CBD, on disait « Ouais, les mecs de CBD, on connaît, 68, tout ça, les pétards ». Mais aujourd'hui, la CBD, c'est tout à fait recommandé. Il y a des commerces, il y a du business. C'était des marginaux. Les marginaux d'aujourd'hui sont le mainstream, c'est affreux, du monde de demain. C'est-à-dire que si j'ai une seule leçon à vous donner, mais je n'ai aucune leçon à vous donner, si j'ai un message à vous transmettre, regardez le léger avec profondeur et regardez les marginaux comme porteurs de futur. Voilà. Merci Patrice Duchemin, merci beaucoup. Mais arrêtez France 3, Capital et venez voir la Savoie. Hein. Restez chez nous un petit peu cette semaine, vous allez voir, on va vous montrer du beau pays, des belles montagnes. Merci en tout cas.